Enquête spéciale à Poudlard, saison 2. C'est comme revenir sur la scène du crime. Je sais déjà où sont enterrés les cadavres. Elle en a mis du temps à sortir cette saison, je crois qu'on est sur presque 3 ans, hein, 2 ans et demi, parce que c'était sorti en novembre 2022, la première saison, et à l'époque ça a été ma plus grosse déception de l'année, alors que c'était l'une de mes plus grosses attentes. Et c'est pas parce que j'avais de trop grosses attentes que j'ai été déçu, parce que je m'attendais, j'espérais aimer, mais je m'étais pas fait non plus de plan sur la comète. Mais j'étais parti très positif, j'avais envie d'aimer pour plein de raisons, parce que Tim Burton, déjà, qui est un réalisateur dont globalement j'aime à peu près tout ce qu'il a fait. Il y a des films que j'aime un petit peu moins, mais globalement c'est un mec que j'adore. Étant très fan de fantastique, de gothique, etc., c'est un mec qui a aidé à populariser ça et un peu plus faire accepter des gens qui étaient fans de cet univers, qui passaient pour des marginaux, voire pour des tarés. J'en sais quelque chose. Quand j'étais petit, on m'emmenait même voir un psy juste parce que j'aimais le gothique, j'aimais les films d'horreur, parce que je dessinais que des monstres, etc. etc. D'ailleurs, quand on regarde bien le parcours de Tim Burton, je pense que beaucoup de gamins un peu dans ce style-là se reconnaissent. On a à peu près le même parcours. J'adore du coup par conséquent la famille Addams, hein, ces personnages qui naturellement vivent de manière complètement inversée et glauque. J'aime autant les planches de Charles Addams, donc, qui sont à l'origine de tout, hein. C'est d'abord des dessins, la famille Addams, que la série des années 60. Après, j'ai vu d'autres versions dont je me rappelle plus énormément parce que j'étais assez jeune. Je me souviens que j'avais vu le dessin animé, j'avais vu la nouvelle famille Addams, c'était une série. J'ai plus trop de souvenirs, faudrait que je revoie, ça m'avait un peu moins marqué. Mais surtout, comme beaucoup d'entre vous, je pense, je suis très fan des 2 films des années 90, qui pour moi, là, vraiment, c'était la perfection pour dépeindre cet univers. Et surtout, ceux qui suivent la chaîne savent exactement ce que je vais dire, parce que j'en ai souvent parlé hors contexte, comme ça sort souvent. Pour moi, Mercredi Addams est l'un des personnages les plus fascinants du cinéma, de la série télé, etc. Voilà, tout univers confondu, c'est l'un des personnages les plus intéressants. Et je suis ultra fan de Mercredi Addams version Christina Ricci, qui pour moi l'incarne d'une perfection absolue. Mais malgré ça, les années étaient passées, on savait très bien qu'on n'aurait pas de nouveaux films avec ce casting-là, que Christina Ricci n'allait pas reprendre son rôle de Mercredi Addams, ou alors elle l'aurait repris adulte, bon bref. Donc j'étais pas forcément réfractaire à l'idée qu'il y ait un nouveau Famille Addams, quel qu'il soit, hein, série, film, animation, tant que ça respectait l'univers. J'étais juste un petit peu plus réfractaire selon qui allait être choisi. Et là, quand on me dit Burton et Jenna Ortega, que j'aimais déjà depuis quelques temps, grâce à Scream, grâce à X, je me suis dit, mais pourquoi pas? Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça dépasse ces 2 films que j'aime beaucoup, et surtout le casting que je trouvais parfait, mais j'étais déjà plutôt content quand même des choix. Donc vous voyez, j'étais pas parti en mode puriste, je vais pas aimer, je vais pinailler. Non, j'étais vraiment prêt à accepter ce qu'on allait me proposer. Donc Famille Addams, particulièrement centré sur Mercredi, Jenna Ortega, Tim Burton, j'apprends aussi Catherine Zeta-Jones dans la série à l'époque. Voilà, il y avait tout pour faire palpiter mon cœur noir, et que nenni. Et tout ce que je vais vous dire ici, ça s'applique autant à la saison 2, dont je viens de voir les 4 premiers épisodes, qu'à la saison 1, parce que là, à mon sens, il n'y a pas grand-chose qui a changé de toute façon. Et le point principal, c'est que je ne ressens pas du tout l'esprit Famille Addams. On est dans une série d'enquêtes pour ados, avec une Mercredi Addams qui a un don de voyance. Une série d'enquêtes, voyance, le truc qu'on a vu 1 million de fois, hein, c'est Dead Zone, c'est Medium, c'est même des séries avec des petits concepts un peu comme ça approchants, comme True Calling et j'en passe. Ça ne servait à rien de sortir la famille Addams de leur caveau pour faire ça, parce qu'on est vraiment sur juste une série pour ados qui suit une enquêtrice gothique. Pour faire ça, il fallait créer un nouveau personnage, je trouve, plutôt que dénaturer Mercredi Addams. Alors je dis dénaturé, je trouve que Jenna Ortega fait un travail très convenable dans le personnage. D'ailleurs, vous avez déjà vu, j'ai des goodies Wednesday, je vous dis du mal de la série, pourtant j'ai des goodies parce que j'aime bien l'image de Jenna dans le rôle. Je trouve qu'au niveau de l'interprétation, elle est pas mal, mais on lui demande
au niveau des actions, parfois de faire des petites choses qui, moi, me déplaisent par rapport à Mercredi Adams, mais je vais y revenir. Et quand je vous dis que c'est une série pour ados, c'est pour ados pas difficile, parce que c'est quand même assez lisse. J'ai presque envie de dire que c'est du Disney Channel. L'un des éléments qui est dommage, c'est que là où je trouvais que les répliques de Mercredi Adams version Christina Ricci faisaient mouche à chaque fois, ici, on a l'impression qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle essaie de faire une punchline, mais que c'est une punchline forcée. Et certaines fonctionnent bien, certaines sont bien tournées, mais d'autres sont assez quelconques. On a l'impression qu'ils ne se sont pas beaucoup cassés la tête à trouver le bon mot, absolu. Alors du coup, c'est peut-être une erreur. Peut-être que mettre Mercredi en héroïne, c'était... Alors je pense que c'est plutôt une erreur d'écriture. Hein. Je pense qu'il fallait juste avoir de meilleurs talents au niveau des dialogues. Mais c'est vrai que Mercredi, étant toujours secondaire, était toujours un personnage assez fascinant. Et elle apparaissait, elle disait une punchline, elle faisait quelque chose. Mais même quand elle était centrale dans certaines actions, je pense aux valeurs de la famille Adams qui la mettaient beaucoup plus en avant, c'était toujours nickel. Il y a aussi plein de petites choses qui ne sont pas Mercredi dans l'interprétation de Jenna. Alors, je ne pense pas que ce soit la faute de Jenna, je pense que c'est vraiment les metteurs en scène des épisodes qui lui disent bah là il faudrait que tu fasses ça, que tu fasses ça, même si je trouve ça dommage que Jenna n'ait pas imposé, surtout en saison 2 où elle est productrice, un style plus proche de la vraie Mercredi Adams, plus stoïque, parce que là ici on va la voir sursauter, on va la voir courir, on va la voir sourire. Et là je vous vois venir, si vous êtes fan de la famille Adams, vous allez me dire Ricci aussi, oui. Il y a cette scène géniale, extrêmement drôle, où Christina Ricci montre vraiment déjà tout son talent pour son âge, où justement elle sourit. Mais elle sourit parce qu'on la torture à coups de Disney pendant des heures, parce qu'elle est en train de manigancer un plan, et le moment où elle se met à sourire, c'est cultissime. Cette scène est géniale, et surtout c'est une véritable souffrance. On voit que c'est compliqué pour elle. Si vous n'avez pas vu le film, ou si vous vous rappelez plus de la scène, c'est cette scène où elle fait croire qu'elle est prête à devenir quelqu'un de normal, voilà, de devenir une personne comme on veut qu'elle soit. Mais elle a ce visage monolithique habituel, et elle commence à essayer de sourire, et elle a du mal à faire un rictus, et tout doucement, le sourire commence à se dessiner. Mais le pire, c'est qu'elle fait flipper. Là, par exemple, à un moment, il y a un corbeau qui vole. Ne vous inquiétez pas, je ne spoil pas des trucs importants. C'est juste des petits détails ici et là. Il y aura une partie spoilers après. Il y a donc un corbeau qui vole un petit bout de papier dont a besoin Mercredi. Donc Jenna, je vais dire Jenna et Christina, hein, parce que sinon on va s'emmêler les crayons. Donc le corbeau vole un bout de papier dont Jenna a besoin, et donc Jenna court après le corbeau. C'est pas Mercredi. Mercredi, on la voit jamais courir ce genre de choses. C'est plus intéressant ce côté Jason Voorhees qu'elle a. C'est-à-dire que c'est la mise en scène qui doit se plier au style de Mercredi Adam, c'est pas l'inverse. Et ici, on fait faire à Mercredi ce qu'il faut pour la caméra, pour habiller un petit peu l'action, etc. Pour moi, la vraie Mercredi, elle aurait vu le corbeau prendre le bout de papier, elle a très bien compris qu'elle pourrait pas rattraper le corbeau, c'est complètement con de courir après. Ou alors on nous faisait un plan que sur le corbeau, et après on nous faisait un plan de Mercredi où on a complètement ellipsé comment elle s'est déplacée, où elle essaie peut-être de l'attraper avec quelque chose, etc. Ça, c'est Mercredi Adams. La montrer en train de courir après ce corbeau, ça donne une sensation qu'elle contrôle rien. Et la famille Adams contrôle tout le temps. Même quand il leur arrive des tuiles, on sent des personnages qui ont moins le contrôle d'eux-mêmes, de leur corps, de la situation. Il y a quelque chose de très cartoon, parce qu'il peut arriver plein de trucs autour d'eux, ça semble jamais vraiment les atteindre. Il y a tellement de petites mimiques, de petites actions comme ça de la part de la famille Adams dans cette série, qui sont pas famille Adams. J'ai l'impression plutôt de voir des cosplayers. Voilà, j'ai l'impression de voir des gens normaux qui se sont déguisés en personnages de la famille Adams. Par exemple, Fétide, je trouve que c'est un très mauvais choix. Moi, je vois juste un acteur chauve, peint en blanc avec des cernes noires, qui essaie de ressembler à Fétide Adams. Je ne ressens pas Fétide Adams. Là où Christopher Lloyd, qui pourtant était un acteur connu, dont on connaissait le visage, s'était complètement grimé, transformé, et même si on arrivait un peu à entrevoir que c'était lui, il s'effaçait complètement derrière le personnage de Fétide. On ressentait tellement qu'il était un personnage fantastique, la version Lloyd, qui pouvait éventuellement tuer ou être tué. Bon, on sait qu'il survit à chaque fois, mais on avait cette aura fantastique, on la ressentait.
On avait vraiment l'impression de voir un personnage qui sortait d'une bande dessinée. Voilà. Et alors que là, moi, je vois vraiment juste un humain, je vois un mec lambda. Et même quand ce fétide Adams-là de la série lance des éclairs, hein, parce que maintenant ils ont tous des dons, j'arrive même pas à le ressentir comme un personnage fantastique. Je vois juste un mec comme ça, déguisé, et puis on lui rajoute un petit effet numérique. Voilà, il jette des éclairs. Et même ce truc d'avoir des dons, je trouve que ces gadgets, ça sert à rien. Là où dans la famille Adams, d'habitude, on citait des personnages qui avaient fait des choses et on se rendait compte que, bah, en fait, il y avait des êtres fantastiques. On entendait parler de loups-garous, on entendait parler de telle personne qui avait fait tel truc, et tu te rendais compte qu'il y avait un univers fantastique. Et c'est amusant, on nous le montrait pas et on le ressentait. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui suis pour le démonstratif, mais je trouvais que dans la famille Adams, il n'y avait pas besoin. Mais peut-être aussi parce qu'on avait tout ce décor gothique qui nous faisait vraiment ressentir quelque chose. Là, je trouve que le décor est trop bling-bling, trop propre, trop lisse, on est plus dans Harry Potter qu'autre chose, je trouve. Là, on voit le personnage de Max, je le trouve nul. Vraiment, là, on dirait un grand dadé, on dirait un mec limite avec un visage d'ado. Pareil, encore une fois, peinturluré, cosplayé en Max, avec ce maquillage low cost qu'on trouve dans tous les magasins, tous les actions, là, à 1,50 €, la petite palette blanche et noire. Pugsley, pour l'instant, j'ai rien contre lui, mais je trouve qu'il n'a pas encore brillé pour l'instant. Luis Guzman qui fait Gomez. Alors, c'est un bon choix physique parce que, à l'origine, sur les planches de Charles Adams, il ressemblait beaucoup plus à ça, Gomez. Bien que je vous avoue, je garde une affection pour le style Raoul Julia, qui était déjà le style de John Astin dans la série des années 60. Donc ça fait très longtemps, hein, c'est pas que les films des années 90 qui ont instauré ça. D'ailleurs, la chose, ce n'était pas une main à l'origine, et c'est la série des années 60 qui a lancé ça, et ça a été repris après par les films des années 90. Donc voilà, tout ce que j'aime ne vient pas uniquement que des films des années 90. Par contre, sur l'interprétation, je suis un peu sceptique pour Luis Guzman, parce que je vois plutôt un petit gros, un peu bouffon. Encore une fois, je vois pas un Adams, je vois juste presque une sorte de running gag, ce personnage là, comme ça, un petit peu bêta. Il me fait pas du tout ressentir qu'il est Gomez, il me fait pas du tout ressentir qu'il est un personnage fantastique. Là où le personnage version Raoul Julia, par exemple, on nous montrait pas de pouvoir, rien du tout, et pourtant on le ressentait comme un être à part, parce que il avait un timing avec les choses comme ça, ce talent par exemple de balancer son frère fétide contre un mur et de lancer tous les couteaux, il visait juste, etc. Enfin, il était tellement doué pour plein de choses, même quand il se met à danser, qu'il chope tout, comme dans une bande dessinée ou un dessin animé où tout est synchronisé, tu as l'impression qu'il est en phase avec l'univers, comme s'il contrôlait quelque chose, comme s'il avait vraiment un don exceptionnel. Ici, c'est pas le cas, c'est un mec hyper quelconque, c'est un gros nigo. Le problème ici de tous les membres Adams, c'est qu'ils sont humanisés. Et j'aime pas du tout ça. On leur met plein de petits sentiments qui sont des sentiments de gens lambda, des petites maladresses aussi parfois qui sont des petites maladresses de gens lambda, là où les Adams, on n'allait jamais les voir. Je vous dis un truc qui n'est pas dans la série, mais genre se prendre les pieds dans un tapis, ou etc. Parce qu'il y avait comme ça autour d'eux une sorte de contrôle sur tout. Ils étaient à l'aise avec tout. Ils avaient une maîtrise de leur univers. Ici, je trouve qu'on les sent vulnérables, et c'est pas du tout pour moi l'aura d'un Adams. Alors, Catherine Zeta-Jones, ça m'ennuie de dire ça parce que je l'aime beaucoup, Catherine Zeta-Jones. Quand on m'a dit que c'était elle qui allait faire Morticia, je me suis dit que c'était pas forcément le choix le plus évident, parce que Morticia, elle a souvent été incarnée par des actrices avec un physique un peu particulier. Angelica Houston, Caroline Jones, que je trouvais pourtant très jolie, hein, Caroline Jones, mais elle avait quand même un physique assez atypique. Là où Catherine Zeta-Jones, c'est un peu... à peu près tout le monde est unanime pour dire que c'est une femme magnifique, etc. Mais je me suis dit, pourquoi pas, elle est grande, elle est brune, puis j'avais confiance en son jeu. Et elle joue bien, sauf qu'elle joue pas bien une Morticia. On voit qu'elle est tout le temps touchée, émue, elle est meurtrie par des secrets de famille. C'est tellement pas Morticia. La chose est très bien, il n'y a pas eu d'erreur de casting pour la chose. J'aime d'ailleurs beaucoup le fait qu'ils aient rajouté ce côté recousu, voilà, qui fait très créature de Frankenstein, hein. C'est très univers Burton. Burton est très fan de Frankenstein, et ça se voit encore là. Il a injecté des clins d'œil à droite à gauche, le fait aussi que Fétide ait ce rapport avec l'électricité.
rapport qui existait déjà, mais là, voir Burton mettre ça en scène, on se dit que c'est complètement approprié à son univers à lui. Et donc Morticia, on ressent une sensiblerie qui a jamais été là, qui me dérange beaucoup. Là où, j'en reviens à Angelica Houston, hein, mais c'est valable pour Caroline Jones, etc. Je trouve que Morticia arrivait jusqu'ici à être très expressive en ne faisant presque rien. Un léger lever de sourcil, un très léger rictus, etc. Là, non, on appuie beaucoup trop sur les émotions. Elle a les yeux bien brillants, il y a des sourires, vraiment un vrai sourire. À un moment, autour d'un feu de camp, on la voit même chantonner. Morticia. Il y a des moments où même les personnages de la famille Addams ont l'air surpris, voire limite apeurés. Pour moi, cette série, elle ne comprend rien à ce qui fait l'intérêt de la famille Addams. Il faudrait que je revoie la filmographie complète de Tim Burton, mais c'est possiblement son œuvre qui... Je pense que c'est son œuvre qui m'a le plus déçu. Je sais pas si c'est l'œuvre que j'aime le moins, parce que je sais que par exemple Pee-wee, qui était sympa, mais c'était pas trop ma came. Je pense que même si j'aime pas trop la série Mercredi, je préférais revoir la série Mercredi parce qu'il y a Jenna Ortega. C'est vraiment elle qui aide à tenir la série, hein, je pense. Et même si on oubliait l'étiquette famille Addams, admettons, voilà, je fais partie de la nouvelle génération, je ne sais pas ce qu'est la famille Addams, je trouve que même en tant que série sur une gothique pour ados, comme ça, je trouve que même là, cette série est quelconque. J'aimais bien le personnage d'Enid. Là, pour l'instant, sur les 4 premiers épisodes de la saison 2, je trouve qu'on la voit pas beaucoup. Je trouve ça dommage, ça manque un peu d'interaction avec Mercredi, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est ce côté opposé, quoi. J'adore d'ailleurs leur chambre, comme ça divisée en deux. D'un côté, le très noir, très gothique, et le côté très coloré de Enid. Et ce qui est drôle, c'est que c'est deux personnages féminins qui symbolisent deux trucs complètement opposés que j'adore chez une femme. Il y a à la fois le côté gothique et noir, et à la fois le côté très exubérant et coloré. Là, je trouve que Enid, on lui fait pas faire grand-chose et qu'Emma Myers fait le minimum syndical. J'ai pas eu le kiff que j'espérais. En plus, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on attend. Parce que même si j'ai pas aimé vraiment la saison 1, j'ai espéré que la saison 2 allait décoller, qu'elle allait prendre une ampleur. Parce qu'il y a eu beaucoup de saison 1 de séries qu'on aime, mais on se rend compte que la saison 1, c'est un peu la saison test. Que ce soit une série comme Buffy, une série comme Walking Dead, etc. En général, on va tous être d'accord pour dire que la saison 1 est sympa, mais que 3, 4, 5, voilà, ça prend une ampleur de ouf. Ici, c'est pas le cas, on se rend compte qu'ils savent que la première a marché, ils recopient le style de la première. Le but étant principalement, à mon avis, de faire de la vue et de vendre du goodies après. Bon, je suis mal placé, j'ai acheté quand même quelques goodies. Il y a l'apparition d'un nouveau personnage qui s'appelle Agnès et qui est une fille avec un pouvoir d'invisibilité, qui est qui est une stalkeuse de Mercredi et qui est une sorte de clone. En fait, comme elle est fan, elle a copié son style. C'est Mercredi Addams en rousse. Et elle, pour l'instant, je l'aime plutôt bien. Il y a plein de petits détails, je vous en ai déjà cité quelques-uns, je vais continuer à vous en citer quelques-uns, qui font qu'il n'y a pas cette aura Addams. Je pense au moment où Jenna montre qu'elle domine son frère. Et en fait, Jenna, elle est plus petite que l'acteur qui fait Pugsley. Et à un moment, ils avancent, la caméra est en train de reculer pour les suivre, et elle l'attrape par la nuque. Mais tu vois qu'elle est petite, Jenna. Et il y a quelque chose de maladroit dans la décision des metteurs en scène de faire la scène comme ça, parce que je trouve que du coup, elle n'est pas crédible Mercredi en tant que dominante de son frère. Là où Christina Ricci, qui était pourtant une petite gosse, comparée à son frère qui était un peu plus fort, un peu plus gros, elle était complètement crédible quand on nous montrait qu'elle dominait complètement son frère. Et elle avait même pas besoin de l'attraper comme ça, elle restait toujours stoïque, elle touchait même pas à son frère, rien du tout. Mais la situation faisait que le jeu, et puis ce qui se déroulait, souvent elle l'avait mis dans un piège ou quelque chose. L'un des défauts de la série, je trouve ici, c'est que ils sont entourés de gens un peu comme eux, avec des particularités, des personnages atypiques, des marginaux. Alors que normalement, ce qui était intéressant, c'était de voir la famille Addams dans un monde classique, et du coup, ils passaient pour un bug dans la matrice. Ici, c'est pas intéressant parce qu'il y a plein d'autres êtres, et je vais dire limite plus intéressants sur un plan fantastique, parce qu'on a des loups-garous, on a tout ça. Alors au final, ces personnages-là sont pas intéressants, donc c'est là aussi où je trouve la série loupée, parce qu'on nous vend un univers, on va dire un peu à la Harry Potter, avec plein de possibilités, de trucs magiques, de trucs fantastiques, et au final, c'est qu'un décor de fond. Je trouve ça c'est mal fait, ça fait pas rêver. Et en plus, dès la saison 1, on essaie de nous faire croire que tout le monde trouvait Mercredi très atypique, assez flippante, etc.
Mais vous avez des pouvoirs. Il y en a un qui est capable de statifier les gens. Il a les mêmes cheveux que Médusa. Vous savez, il a des serpents. On a des loups-garous. On a tout ça. Euh, et vous voulez nous faire croire que vous avez peur de Mercredi Adams juste parce qu'elle est gothique et qu'elle parle d'une manière caverneuse? Ça discrédite énormément les personnages. Et c'est pas bien écrit. Et là, dans cette saison 2, en gros, Mercredi, elle est adulée. Parce que comme elle a réussi à résoudre les enquêtes dans la saison 1, voilà, c'est limite une petite star. Alors elle, ça la dérange. Et alors ça aurait pu être drôle s'il y avait juste eu une grosse fan comme Agnès ou un petit groupuscule comme ça de fanatiques. Mais le fait que tout le monde se mette à vénérer Mercredi, ou en tout cas à l'aimer, à la trouver intéressante, à avoir un respect pour elle, ça la rend plus du tout atypique. On ressent plus du tout le décalage. Mercredi n'est plus un personnage à part entière, c'est juste une personne asociale qui réalise qu'éventuellement elle pourrait être aimée par les gens, et tu sens qu'ils vont sur ce petit côté oui, je suis comme ça parce qu'en fait j'ai peur des autres, ou voilà, enfin j'ai peur de souffrir, ou tu sens pas une vraie sincérité dans le côté asocial de Mercredi. Tu as plutôt l'impression qu'elle se protège. Là où dans la famille Adams, autre version, tu sentais juste que eux ils étaient bien dans leur peau, mais complètement inversé de comment se comportent les gens lambda. Et du coup, je vous disais, ça retire le côté marginal des personnages. Et là, ils n'arrêtent pas avec le mot marginal. Ils s'auto-surnomment les marginaux, comme si c'était cool. Et tu peux pas être cool en tant que marginal. Si tu es un marginal, tu n'essaies pas de l'être. Un vrai marginal, si on le trouve cool, c'est parce que il fait son truc dans son coin et il s'occupe pas de donner une image. C'est comme pour le mot cool. Quelqu'un qui est cool, c'est quelqu'un qui n'essaie pas d'être cool, qui s'en fout, qui est lui-même, et on va le trouver cool. Si tu essaies de tout faire pour être cool, tu te dis que tu es quelqu'un de cool, tu n'es pas cool. Tu es un marginal, tu es quelqu'un de cool, etc. Si tu n'as pas forcément conscience de l'être, ou tu as conscience de l'être, mais tu t'en fous du statut. Et pareil, du coup, ils appellent les gens normaux, les normies. Voilà, ils ont essayé de créer un petit mot comme ça pour faire peut-être un peu univers fantaisiste à la Harry Potter, mais ça marche pas, je trouve. Ça fait vraiment, en plus, ça fait mot à la con. Ça fait pas inspirer. Et puis, comme on ne voit que, au final, quasiment que des élèves de cette école, que des marginaux, bah, du coup, on n'a pas une impression de marginalité. Parce que cette série va te montrer que des gens comme ça, bah, c'est eux qui sont la norme de cette série. Et donc du coup, bah, au sein de cet univers, les Adams ne semblent pas si décalés. Et ça, c'est vraiment le comble. Parce que le but de la famille Adams, de regarder une œuvre sur eux, c'est de voir un décalage. Je crois que c'est vraiment fait pour une génération qui ne connaît pas du tout la famille Adams. Et c'est vraiment nul d'avoir repris la famille Adams plutôt que d'essayer de créer des nouveaux personnages. Ils auraient carrément pu créer une autre famille, même si on leur avait dit « Ah, ça a inspiré de la famille Adams », peu importe. Il y a des choses qui ont été inspirées, il y a des choses qui se ressemblent. Il y avait je ne sais pas lequel des deux est apparu en premier, mais on a souvent comparé à l'époque la série The Monsters avec la famille Adams, etc. C'est pas dérangeant qu'il y ait d'autres personnages, d'autres familles comme ça, gothiques. Tu peux recréer des univers comme ça, mais ne dénature pas un univers culte. Là, ici, les Adams vivent des situations normales, des situations des gens de tous les jours. Pile, ce qui m'intéresse pas, c'est, tu vois, des conflits de famille, tu vois une rivalité mère-fille avec Mercredi. Je trouve que l'un des éléments intéressants de la famille Adams, c'est que la famille Adams, c'était une force. Cette famille était soudée, et ce que j'adorais justement, c'est que c'est leur univers particulier qui corrigeait tous les défauts qu'ont les gens lambda. Ils sont dans le gothique, ils sont dans le glauque, ils sont dans le fantastique, ils sont dans la tuerie, ils sont dans le macabre, ils sont dans plein de choses. Et pourtant, Gomez et Morticia sont fous amoureux, sont passionnés, et à aucun moment ils ne sont pas en fusion, ils s'aiment intensément en permanence. Et là, ici, on va avoir un épisode où à un moment, Morticia rejette 2 fois les avances de Gomez. J'ai trouvé ça nul à chier. Je trouve pareil, je trouve ça presque insultant envers ce couple. À un moment, elle a la tête ailleurs, mais quand en gros, elle repousse Gomez et qu'il s'en va un petit peu tristouné parce qu'il était prêt, elle lui avait fait une promesse et tout, comme quoi ils allaient, voilà. Je me dis, mais non, la vraie Morticia, ce qu'elle aurait fait, c'est qu'elle aurait dit je vais avoir la tête ailleurs. Et là, Gomez aurait peut-être demandé est-ce que tu veux qu'on remette à plus tard et elle aurait pu répondre quelque chose du genre non, mais par contre, je serai peut-être pas à ce que je fais, peut-être que tu auras l'impression d'être avec un cadavre. Et là, Gomez aurait pu avoir une réflexion, ou un sourire, ou un comportement un peu glauque, mais ça aurait été tellement
Famille Adams, donc là on met beaucoup l'accent sur la rivalité mère-fille que je trouve absolument nulle parce qu'on n'a jamais vu ça. Et normalement, ils sont toujours soudés dans l'adversité, les Adams. Ici, ils semblent tous quasiment faire un petit peu leur vie dans leur coin. J'ai pas ce sentiment d'unité. Et Angelica Houston et Christina Ricci, il y avait un rapport mère-fille froid et en même temps chaleureux. On sentait l'amour entre les deux sans qu'elles aient besoin de le montrer. Il y avait un véritable talent d'interprétation avec ces acteurs-là dans les films des années 90. Et d'ailleurs, à un moment, Morticia, dans Les Valeurs de la famille Adams, disait « Mercredi est parfaite ». On ne voyait pas de conflit de famille. Alors, il y avait bien la petite guéguerre frère et sœur, mais ça, c'était le gag, c'était l'exagération de ce rapport habituel conflictuel entre le frère et la sœur. Mais même là, on les voyait soudés à chaque fois que Mercredi faisait quelque chose. Elle était souvent avec son frère. Elle avait au final assez peu de scènes toute seule. Même quand ils vendaient simplement de la limonade, ils étaient toujours à deux. On sentait quand même une complicité. Et Mercredi, sans jamais s'exprimer, alors la Mercredi Ricci ou autre, hein, sans jamais s'exprimer sur ses sentiments envers sa famille, on la voyait proche. En tout cas, on ne sentait pas de conflit, rien du tout. Et dans la série des années 60, c'était même encore plus visible, parce que le Mercredi n'hésitait pas forcément à être dans les bras de son père à un moment, à faire un câlin, etc. Et donc là, bon, les histoires de famille, voilà, c'est affaire de famille Adams ici, ou confession intime. Dans les trucs bêtes, alors que Mercredi a toujours été un personnage intelligent, elle a écrit un roman. Ça lui a pris 2 ans de sa vie. Elle n'a pas fait de copie. Alors qu'elle fasse pas de copie, qu'elle ait un délire comme quoi son œuvre doit être un exemplaire unique, pas de souci. Mais dans une autre adaptation, dans le style années 90 par exemple, je vous cite toujours le même parce que j'aime celui-là, Mercredi aurait mis son roman dans un coffre, dans un lieu, dans un truc piégé, dans un truc justement hyper gothique, machin, où personne n'aurait réussi à l'atteindre. Là non, Mercredi, elle a mis son roman, 2 ans de travail, dans un tiroir, dans la commode de sa chambre qu'elle partage avec sa copine qui invite d'autres gens dans une université où il y a plein d'ados qui passent. Et on sait bien que les ados sont respectueux et pas du tout dans le vol et pas du tout à emmerder le monde. Normalement, Mercredi, c'est un personnage qui est jamais surprise et même quand elle se fait avoir, on va dire comme dans les valeurs de la famille Adams, où à un moment elle se retrouve piégée avec tout le monde là, sur les chaises électriques, elle avait quand même des coups d'avance sur tout le monde et elle savait que Debbie était une connasse, etc. Elle calcule beaucoup de choses, elle a souvent quasiment des coups d'avance sur tout le monde. Et même quand elle se fait avoir, elle reste toujours stoïque, elle n'est pas surprise. Là, c'est pas le cas de cette Mercredi-là. Il y a même un moment où il y a des corbeaux qui surgissent et elle tombe en arrière. Elle tombe sur le sol. Non, c'est pas Mercredi. Mercredi, s'il y avait une nuée de corbeaux là comme ça qui sort, je sais plus de quoi ça sort, une porte ou une armoire ou je sais plus quoi, bref. Quand ça sort comme ça, Mercredi devrait rester stoïque. Elle ne devrait pas bouger. Même si à la limite un corbeau avec son aile, son bec en passant lui l'a griffé et que ça faisait une petite ligne de sang ou un truc, elle bougerait pas. Bon, après en parlant de ça, il y a aussi des répliques. Quand je vous disais, il y a des répliques forcées, on a l'impression qu'ils essaient de trouver des bons mots mais que c'est pas toujours judicieux. À un moment, elle dit il a pris une volée par une volée de corbeaux. On a des phrases comme ça. Bon, je sais que ça c'est la VF, mais il y a tellement de phrases de ce style. La VF, elle n'a pas pris tout le temps des initiatives, elle n'a pas créé. Je veux dire, c'est le niveau de la série. C'est pas incroyable. Et là où une fois de temps en temps, on avait une réplique peut-être un petit peu plus facile au niveau du jeu de mots, je pense à la réplique, mais tu nous avais dit que tu nous aiderais pour le meilleur et pour le Shakespeare. Dans le premier Famille Adams avec Richie, ils arrivaient quand même à vendre cette phrase qui semblait peut-être moins bien structuré. Enfin, le jeu de mots est un petit peu à la con, mais ça marchait bien parce que c'était une phrase, que c'était interprété à la perfection, dans un univers où on se sentait impliqué. Et surtout, c'était une réplique dite par une gamine de 10 ans à peu près. Donc ça en devenait presque mignon et logique, qui a encore comme ça un petit côté jeu de mots un peu enfantin. Là, on a une Mercredi Adams, je crois qu'elle est censée avoir 17 ans, interprétée par une actrice de 22 ans. Donc ce genre de petite phrase, alors que tu essaies de te la jouer un peu grosse dure, ça le fait pas. Un petit détail que j'ai apprécié, c'était les flashbacks de Mercredi, justement petite, où on la voyait déjà faire quelques méfaits, aider à un cambriolage, on voit qu'elle sait déjà conduire une bagnole. Ça c'est sympa, j'en aurais voulu plus. Et c'était sympa du coup de pouvoir voir la vraie Mercredi, en fait une Mercredi enfant,
Parce que c'est ça aussi qui fait le charme de ce personnage, c'est que c'est une enfant complètement en décalage, qui est beaucoup plus intelligente que son âge et beaucoup plus macabre que ce qu'on attendrait d'une enfant, et puis même beaucoup plus macabre que plein de gens qui seraient adultes. J'étais pas contre l'idée qu'on explore comme ça une mercredi ado, mais c'est vrai que je trouve que ce qui fait vraiment le côté savoureux du personnage, c'est qu'elle soit si jeune, parce que le décalage est encore plus fort et c'est encore plus drôle. Et ça demande de trouver une actrice capable d'une interprétation incroyable. Au niveau des décors, pareil, j'arrive pas à me sentir dans un univers vraiment gothique. On est plus dans un univers un peu magique, et encore, même au niveau de la magie, c'est pas Poudlard, même si je vous le comparais, c'est la version low cost. Après, il y a deux, trois petits éléments gothiques sympas de temps en temps. J'aime bien la chambre de Mercredi et Enid. J'aime bien, à un moment, il y avait Morticia et Gomez qui font du camping, et ils ont une tente. Leur tente, c'est une tente manoir gothique. Ça, c'était très sympa. Mais c'est plein d'éléments comme ça que je voudrais du début à la fin, pour me sentir vraiment dans l'univers des Addams. Je sais que là, du coup, vous allez me dire, oui, mais c'est mercredi dans une école, donc c'est normal que tout soit pas forcément gothique autour d'eux, c'est juste chez eux. Oui, mais j'ai pas envie de voir un produit, une œuvre Addams sans cet univers. Ça ne sert à rien. C'est là où c'est désamorcé ici. Et dans d'autres versions, ça arrivait effectivement qu'on voyait les Addams dans un univers, on va dire, réel, commun. On pouvait les voir à la plage, on pouvait les voir, etc. Mais c'était parfois tellement bien interprété, tellement bien géré, qu'ils arrivaient à faire ressentir l'aura des Addams dans ce décor réel. Selon les versions, hein, parce que bon, il y a eu des trucs un peu plus approximatifs, hein, comme La famille Addams les retrouvailles, avec Daryl Hannah et Tim Curry dans les rôles de Morticia et Gomez. Si, ça existe. À un moment, on a aussi Morticia qui avoue à Mercredi que elle s'est aplatie devant sa mère. Non, tu peux pas faire ça. C'est pas le comportement de Tish. Alors Tish, c'est le diminutif, hein, de Morticia. Et le fait qu'elle avoue s'être aplatie devant quelqu'un, non. Les Addams ne font pas ça. Jamais. Là, quand on voit la mère de Morticia, en fait, tout ce qu'on voit, c'est une sorte de bourgeoise un peu pédante, mais il n'y a toujours pas l'aura des Addams. On voit des gens quelconques, des personnages comme on en a vu des tonnes dans plein d'œuvres. Des gens sensibles, des gens un peu bourgeois, des guignols. Ces personnages n'ont rien que je n'ai pas déjà vu 1 million de fois chez d'autres personnages. Là où quand tu regardes La famille Addams, que ce soit la série des années 60, que tu regardes le film des années 90, ces personnages sont difficilement comparables à un autre. Il y a un moment où Mercredi reçoit un titre de propriété pour un cimetière, et elle a un grand sourire pareil, complètement inapproprié. En plus, elle savait très bien qu'elle allait les recevoir parce que ça faisait partie d'une manigance qu'on nous a expliqué dans la scène juste avant. Et pareil, sourire comme ça, totalement gratuit. Des détails aussi, on la voit se cacher à un moment dans un coffre, on la voit aller jusqu'au coffre, ouvrir, monter. C'est pareil, au niveau de la mise en scène, c'est pas ça Mercredi. Normalement, tu aurais fait un panoramique, et on aurait vu une bagnole comme ça dont le toit se refermait, et il y avait Mercredi. Et on voyait pas le mouvement, on n'a pas besoin de voir toutes ces choses qu'un être humain est obligé de faire. Non, justement, il faut mieux découper la mise en scène pour iconiser comme ça ce personnage. On évite de montrer les gestes lambda. Pareil, à un moment, on la voit se cacher derrière une voiture, et puis elle essaie de marcher très vite à côté de la voiture pour pas être vue. Pareil, voir ça, ça iconise pas, c'est pas Mercredi Adam. Ce qu'il fallait faire, c'est un plan où tu voyais la bagnole passer, et quand la bagnole sortait du champ, hop, il y avait Mercredi derrière, et même pas besoin de la voir marcher ou courir, juste aller debout, et limite, c'était un peu incongru, tu fais, mais comment elle a fait ça? Mais ça, c'est Mercredi Adams. Et pareil, pour cette scène de la voiture, il y a des... On voit que c'est un peu torché, il y a un faux raccord qui est évident, ils sont en train de passer le portique de sécurité, on voit Mercredi donc qui marche vite à côté de la voiture, et on voit que la voiture met une petite accélération, et on voit que Mercredi commence à se faire dépasser par la voiture. De quelques centimètres, on voit que la bagnole commence à prendre de l'avance, et hop, il y a un cut, et le plan juste après, on voit la bagnole qui a effectivement poussé une accélération, ça s'entend au niveau du moteur, qui arrive direct déjà dans la cour, et Mercredi est toujours synchro à côté de la bagnole. Ça montre comme ça plein de petits traits humains, et c'est une erreur monumentale. Vous sentez que je pinaille et que je suis à fond dans ce que doit être le comportement de Mercredi Adams. En même temps, voilà, je vous dis, c'est vraiment l'un de mes personnages préférés. Un moment qui m'a énervé aussi, vous savez, les portes de geôle en fer, comme ça, vous avez une sorte de petite fenêtre rectangulaire là où vous passez juste les repas. Elle ouvre ça et elle voit qu'il y a quelqu'un donc, qui lui tourne le dos dans la geôle, et elle essaie de l'interpeller. Et elle lui fait « Bonjour ?»
avec comme un point d'interrogation à la fin du bonjour. Bonjour? De mercredi? Mais non, putain, c'est Mercredi Adams. Elle fait pas ça mercredi. Ça, c'est les trucs les conventions sociales de tout le monde. C'est les petits mots-clés de journaliers des gens. Non, Mercredi Adams, elle fout un grand coup de poing dans la geôle pour réveiller la personne, ou elle dit une phrase en particulier, ou au pire, elle interpelle juste en faisant un hey. Il faut que ça soit sec. Mercredi Adams ne se préoccupe pas peut-être de surprendre la personne. Elle est pas, elle se fout des sentiments des autres. Elle n'est pas là à dire bonjour, je vous dérange, vous pouvez vous retourner. Non, non, non. Mercredi Adams, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle veut. En plus là, en pleine enquête. Je ressens vraiment pas du tout le respect du matériau original. Dans les trucs complètement nuls aussi, à un moment, Fétide et Mercredi apprennent qu'une mère a fait des expériences sur sa fille. Et Fétide ose dire, même pour moi, je trouve ça tordu. Mais loser, va. T'es censé être Fétide Adams, t'es censé kiffer ce que tu viens d'entendre. Il y a un ou deux moments en animation, ça fait très Burton, c'était sympa de retrouver ça. Les épisodes sont beaucoup trop longs, comme cette vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Je pense que cette vidéo est vraiment consacrée, si vous aimez la famille Adams. Les épisodes font 1 heure. Pour ce qu'ils ont à proposer, franchement, en l'état, l'épisode classique de 42-45 minutes, c'était très bien. Du coup, déjà que je trouvais banal cette histoire d'enquête avec un pouvoir de médium, ici la trame, c'est en gros, c'est Mercredi qui perd ce pouvoir et qui veut le récupérer, mais du coup, elle enquête sans ce pouvoir, ce qui rend les choses encore plus banales. Moi, les séries d'enquête qui se cachent derrière un argument un peu fantaisiste, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, je trouve ça nul, quoi. On te fait une série policière classique, et en fait, on te rajoute un élément qui est soi-disant un petit peu atypique, pour te faire croire que ta série est géniale alors que c'est faux. Il y a Steve Buscemi qui rejoint le casting, donc bon, j'étais sympa de le voir là, même si bon, il n'a pas non plus un rôle extraordinaire. Quasiment tout le reste du casting, tous les rôles secondaires, les personnages secondaires, je m'en fous. Je les trouve banals, je les trouve pas spécialement intéressants, charismatiques. Vous allez me dire pourquoi tu regardes cette série du coup alors que tu sais que t'aimes pas. Alors déjà parce que je vais toujours au bout d'une œuvre, d'une franchise. Et voilà, j'aime bien voir comment les choses évolue, à quoi ressemble telle ou telle adaptation, et aussi parce que comme je vous ai dit, je déteste pas Jenna dans le rôle par contre, même si j'aime pas certaines choses qu'on lui fait faire, et que je regarde absolument toutes les œuvres avec mes actrices fétiches, et donc je regarde tout ce que fait Jenna et tout ce que fait Christina Ricci, et Christina Ricci est dans cette série. Elle était là dans la saison 1, elle faisait le personnage de Marilyn Thornhill, donc elle était là dans la saison 1. Et donc là, je vais parler de Christina Ricci et entrer dès maintenant dans la partie spoilers. Alors, j'avais regardé aucune info avant de regarder cette saison 2. Je voulais savourer au mieux, hein, vous savez comment je procède. J'avais juste vu 2 spots publicitaires, mais j'avais pas vu d'image de la série. Je savais pas qui était là, qui revenait. Bon, je savais qu'il y avait Jenna et Emma Myers, forcément. Je ne savais pas si on allait revoir Christina Ricci. Et dès le premier épisode, on nous dit elle est en prison, on voit juste une photo d'elle dans un cadre. Je me suis dit, ah mince, elle revient pas, c'est fini. Ça ressemblait vraiment à ça. Au final, fin du 3e épisode, surprise, là j'étais super content. Du coup, Christina Ricci apparaît. Et elle est dans l'épisode 4. Et à la fin de l'épisode 4, on nous la tue. Alors, qu'on tue le personnage de Christina Ricci, je veux bien. Mais vous nous tuez donc Christina Ricci, sûrement l'actrice la plus célèbre au casting avec Catherine Zeta-Jones. On est quand même sur quelqu'un d'immensément connu, d'immensément talentueux. Et surtout, vous nous tuez la Mercredi Adams, parce que c'est l'actrice qui l'a le mieux incarné, et c'est pas que par rapport à mes goûts, c'est assez unanime, tout le monde est a priori d'accord pour dire qu'en termes d'interprétation, Christina Ricci a offert la meilleure Mercredi Adams, c'est celle qui reste dans l'inconscient collectif, et on nous la tue très rapidement, c'est très expéditif au niveau du montage, quoi. Je me fais empaler, je me fais jeter contre un mur, je tombe au sol, plan sur mon regard vide et je suis morte. C'est mauvais, tu peux pas faire ça. Il y avait tellement de choses à faire symboliquement. Jenna Ortega aurait pu tomber sur Christina agonisante, elle aurait pu être à son chevet, il y aurait eu une idée de passation
savez, comme ça, du personnage de Mercredi. La Mercredi version Richie meurt et laisse sa place à Jenna. Ça aurait été très intéressant en plus de voir du coup notre ancienne Mercredi mourir face aux yeux d'une Jenna impassible qui aurait dit tous les trucs inverses qu'on dit d'habitude quand quelqu'un est en train de mourir, mais pas du tout de paroles réconfortantes. Ça aurait pu être une scène absolument géniale. Et surtout quand tu as une actrice qui a le niveau de Christina Ricci, tu lui fais jouer sa mort. Tu te contentes pas de faire un cut, elle est balancée, elle est au sol, elle a les yeux vides, elle est déjà morte. Plus aucun sursaut, plus aucun mouvement, aucun spasme, rien du tout. Il y a un petit plan, un moment où on voit Christina Ricci croiser le fétide Adams. Bon, ça aurait pu être un plan assez sympa, assez symbolique, il aurait pu y avoir une réplique, mais il n'y a rien. Mais ça marche pas, parce que ce fétide Adams là, on s'en fout. Ça aurait été sympa qu'elle croise Christopher Lloyd, puisqu'il est dans cette saison. Ça n'a pas été le cas. Mais bon, on n'a pas vraiment l'impression, de toute façon, que Christopher Lloyd est là, puisque moi, je ne vois qu'une IA, je vois qu'un truc numérique. Je n'arrive pas à voir l'acteur. Alors, je sais que c'est une tête dans un bocal, et que c'est un effet, entre guillemets, compliqué, hein, pas tant que ça, parce qu'il y a des triches un peu à l'ancienne, qui aurait permis de voir le vrai acteur, hein, comme mettre sa tête sur une table et l'acteur aurait été en dessous, la tête, voilà, vous connaissez cette astuce. Et puis on aurait pu simplement rajouter de l'eau numérique sur son visage. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est le visage de Lloyd qui est en numérique tout du long. Il n'y a pas un plan où j'ai l'impression de voir l'acteur. Du coup, j'ai à peine du plaisir à le voir. Ici, la trame globale, c'est que avant de perdre son pouvoir, Mercredi a eu une dernière vision. Et sa vision, c'était la tombe de Enid. Et Enid qui apparaît de manière comme ça un peu morte-vivante pour lui dire c'est ta faute. Mais on a vu ça 1 million de fois, on n'y croit pas du tout, on ne croit pas du tout que Enid est en danger. Direct, t'imagines que si cette prémonition se réalise, genre cette tombe, ce sera un fake, quoi. Ça fera partie d'un plan où on veut faire croire à quelqu'un qu'Enid est morte. Je sais pas, ça marche pas, on n'y croit pas du tout. Je serais très surpris qu'il me fasse quelque chose qui me surprenne. En plus, on sait que des visions, c'est approximatif, et en plus là, ils le disent, que les visions sont parfois approximatives, donc ça te désamorce encore plus le truc. Tu sens le coup arriver, qu'à un moment, on va te faire une scène qui se rapproche de cette vision et qu'elle va être détournée et où on verra qu'elle a mal compris sa vision. Après, je trouverais ça génial qu'ils osent tuer Enid et qu'après, ils nous la laissent dans le casting en personnage fantôme, par exemple. Ça pourrait être un plus. Mais nous la faire disparaître, j'y crois pas une seule seconde, parce que la série, elle a aussi son succès. Alors beaucoup sur Jenna Ortega, mais Emma Myers est extrêmement appréciée dans le rôle d'Enid. Du coup, je trouve qu'on se sent jamais impliqué, parce qu'on ressent pas le danger. On n'a pas du tout peur pour Enid. À un moment, ils nous font pareil, cette scène qu'on voit venir à des kilomètres, où Enid est au sol avec plein de sang. Bon, on a tout de suite compris qu'elle est en train de faire une blague à Mercredi. Et on sent là que Mercredi s'inquiète. Alors c'est sympa de voir qu'en fait, au fond, Mercredi a une amitié, à quelque chose pour Enid, mais c'est tellement pas Mercredi non plus. Je veux dire, normalement, voir comme ça sa colocataire qui arrête pas de bavarder, qui lui casse les bonbons dans une mare de sang, ça devrait plutôt la faire kiffer. Bon, je comprends qu'il fasse pas ça, mais il y avait un truc à faire. Si on se comportait tel que doit se comporter Mercredi Adams, elle est intelligente, elle aurait dû voir un élément direct qui lui mettait la puce à l'oreille que c'était faux, et elle jouait l'impassibilité pour blesser Enid, en faisant une petite phrase comme ça, bien morbide, comme quoi elle kiffe la situation, et Enid qui aurait pu, comme ça, se relever, être déçue et trouver que Mercredi est dur, etc. Et rien n'empêchait après Enid de voir genre le flacon de faux sang qu'elle avait laissé sur le côté et se dire « Ah, elle l'avait vu », voilà, pour pas gâcher non plus le côté amical du truc. Mais, putain, donnez-moi les scripts, je vais tout vous réécrire, les gars. De toute façon, je trouve que toutes les émotions sont superficielles. On nous donne les indications de ce que ressentent les personnages et de ce qu'on doit ressentir. On ne le ressent pas. C'est juste, voilà, je suis triste, je suis en colère, je suis ceci, je suis cela. Ok, on comprend que c'est ça, vous nous avez montré ce qu'on était censé comprendre, mais on le comprend, on le ressent pas. J'étais content de voir se joindre au casting Sandy Newton, la belle Sandy Newton, qui est une actrice que j'ai toujours trouvée très très belle et qui a du talent, j'aime bien. J'étais content du coup de la voir jouer à un moment avec Jenna, à un moment avec Christina. J'aime bien quand les actrices que j'aime, ou acteurs aussi, se rencontrent et jouent ensemble.
Dans les scènes à la con, on a ce moment où Christina essaie de négocier avec Sandy Newton, donc qui est à la tête de l'institut. Et donc Christina, il n'y a pas de souci, hein, charismatique et tout, sauf que bah, elle n'a pas le pouvoir. Sandy Newton a plus d'influence qu'elle dans cette situation. Et donc elle lui dit non. Et donc du coup elle est obligée de s'écraser et voilà, d'accepter les conditions de Sandy Newton. Et elle lui dit par contre j'ai quand même une requête, je veux voir Tyler, hein, et s'il vous plaît, avec voilà, le petit minois, s'il vous plaît, comme si c'était un mot magique, comme si ça... Bon, moi, je vous avoue que Christina Ricci me dit ça, comme ça marche, parce que je suis amoureux d'elle, donc je suis prêt à tout accepter d'elle. Mais là, dans le scénario, ça marche pas. Elle a aucun pouvoir, Christina. Sandy Newton, oui. Et on sait qu'il faut pas qu'elle soit forcément en contact avec le personnage, que ça peut être dangereux. Et non, elle accepte. Pourquoi? Juste parce qu'elle a dit s'il te plaît? Parce qu'elle a fait un regard ému? Non, c'est juste parce que ça arrange le scénario et que ça va nous offrir une petite scène en plus. Pareil, un autre truc à la con que j'ai pas pigé, Christina a un certain pouvoir sur le personnage de Tyler. Bon, à un moment, on voit qu'il l'attrape, mais elle essaie d'utiliser un peu son influence, et quand elle lui dit lâche-moi, il la lâche. Bon, il la lâche violemment, mais elle a quand même encore un petit quelque chose sur lui. Et à la fin, quand il la pourchasse pour la tuer, j'ai l'impression qu'elle essaye même pas de le contrôler, d'essayer d'utiliser quelque chose sur lui. Non, elle fait rien. Bah non, il faut que le personnage meure, donc on va rien faire de logique pour nous montrer qu'elle reste dans son personnage et dans ses capacités. Non, il faut qu'elle meure. Un petit détail comme ça, très furtif, que j'ai aimé. On voit la radio du crâne de Fétide, il y a plein de clous et plein de trucs dedans. Bon, ça, je trouvais ça sympa. Et pour le final de l'épisode 4 de cette saison 2, Mercredi se retrouve face à Tyler, donc qui s'est retransformé en Hyde, en créature. Et elle est balancée par la fenêtre de l'institut. Le plan est plutôt joli. Par contre, il m'a fallu plusieurs secondes pour comprendre que j'étais censé avoir peur pour Mercredi. Parce que, je vous ai dit, tout est tellement superficiel niveau émotion. Puis bon, la série s'appelle Mercredi, donc on sait qu'il lui arrivera rien. Et en fait, c'est seulement quand on voit le dernier plan, la caméra qui se surélève sur Mercredi au sol, qui ne se relève pas, et qui est griffé quand même, qui a une belle griffe avec du sang, et qu'il y a une narration de Mercredi qui explique qu'elle avait toujours voulu approcher la mort. Bah là, c'est le cas. Où tu te dis, ah, je suis censé m'inquiéter. Mais cette série a tellement pas d'intensité que quand elle vole par la fenêtre, même si le plan est joli, et même si elle tombe de 2-3 étages et qu'elle tombe sur le sol, moi limite j'imaginais que le personnage allait se relever juste en se faisant craquer un peu le cou, genre aïe, ça fait un peu bobo et puis c'est tout. C'est ça le niveau de la série. Donc même si effectivement en tombant de 3 étages, Mercredi reste un personnage humain. En fait, la famille Adams, on n'a jamais vraiment su ce qu'ils pouvaient être, est-ce qu'ils étaient c'est compliqué. Et là, du coup, ouais, donc elle fait une chute de 3 étages et donc en gros, elle est dans le coma, elle est au bord de la mort. La série fait vraiment ce qu'elle veut. C'est un personnage fantastique quand ça les arrange, puis c'est un personnage vulnérable quand ça les arrange. Bon là après, voilà, je suis un petit peu quand même intrigué de voir la suite. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont nous faire des épisodes où elle est dans une sorte de coma, où elle pourrait avoir des trucs oniriques, parce que des trucs oniriques dans l'univers macabre de Mercredi Adams, ça pourrait être génial. Encore faut-il que les scénaristes soient inspirés. Et j'ai quand même envie de voir parce que bah, j'aime pas voir Jenna dans cette situation, de la voir peut-être. Pourtant, l'émotion est très superficielle. Là, c'est vraiment parce que moi j'ai un coup de cœur pour Jenna, mais ce serait une autre actrice que je connais pas, dont je me fous. Je me foutrais complètement de. Je serais pas du tout impliqué. Déjà là, je me sens pas spécialement impliqué alors que je l'aime beaucoup. Car même la mort de Christina Ricci, moi, dès que Christina Ricci, on lui fait du mal dans un film, ne serait-ce qu'à travers une phrase ou tout simplement voir qu'elle va mal, ça me blesse à chaque fois. Là, elle est morte, ça ne m'a rien fait. À part la déception de me dire, on la verra plus. Ou avec un peu de bol, on la verra peut-être en fantôme ou quelque chose, j'espère, je croise les doigts. Enfin, je dis je croise les doigts, je claque les doigts. Voilà, j'ai été dur, mais pour moi, c'est un tel potentiel gâché que j'ai plein de trucs à dire. Et encore, j'aurais pu m'étendre encore plus, mais je pense que ça va déjà être assez long. Voilà, ça me saoule. C'est du gros gâchis. Et je verrai donc la suite. Vous aurez une suite à cette vidéo et c'est pas du tout pour surfer sur le succès d'un truc et puis faire ma vidéo. Non, non, je le verrai parce que voilà, j'aime l'univers de la famille Adams. Pas celui-là, mais j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Et parce que j'aime bien Jenna. Et sûrement parce que j'ai une curiosité morbide et un peu masochiste. Je crois que j'aime avoir mal. J'aurais peut-être ma place chez les Adams.